Et je vais donc appeler à présent Timothée Picard, au lutrin. Alors, Timothée Picard est dramaturge et conseiller du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, ce qui est un titre qu'il revendique avec force. Mais aussi, il enseigne la littérature générale et comparée à l'université de Rennes 2. Il va donc, comme vous l'avez remarqué dans le programme, nous parler de la construction d'un imaginaire musical européen. Nous changeons de langue dans une certaine mesure. Il étudie particulièrement les relations entre la littérature, l'art et l'histoire des idées. Et sa thèse, si je ne m'abuse, portait sur Wagner, une question européenne, ce qui nous met tout droit dans le thème, et je vous remercie d'avance. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, quand l'invitation m'a été faite de prendre part à ce colloque, ce dont je remercie très vivement les organisateurs, deux données me sont immédiatement venues à l'esprit, liées justement aux deux ancrages institutionnels qui ont été rappelés. D'abord, l'Europe est peu convoquée au sein du récit dans lequel baigne actuellement le Festival d'Aix-en-Provence, alors même que l'Europe reste un financeur important de l'institution. Parallèlement, une autre aire culturelle a fait l'objet d'une promotion depuis une dizaine d'années, se trouve au contraire constamment au cœur de nos discours, la Méditerranée. Alors, s'y référer est évidemment légitime vu la situation géographique du festival, mais cette valorisation me semble représentative de quelque chose dont j'aurai à reparler. Ensuite, et en revanche, ayant travaillé sur la construction de ce que j'ai appelé un imaginaire musical européen, une période s'est immédiatement imposée à mon esprit comme décisive dans son élaboration, l'entre-deux-guerres. Une époque où cette Europe musicale est non seulement effective par le jeu des carrières, des réseaux, des influences croisées, ce qui n'est pas nouveau, mais encore cette fois consciente, commentée et je dirais rêvée, une rêverie qui apporte une contribution décisive à l'élaboration d'un imaginaire européen en général, préfigurant l'invention institutionnelle de l'Europe. L'Europe hante la musicographie de l'époque, à la fois sur son versant non fictionnel, les essais, les biographies, et fictionnel, les romans, les pièces de théâtre, etc. Donc, essor en forme d'âge d'or, relatif effacement aujourd'hui, je me propose donc d'évoquer en 7 brèves étapes, chiffre musical évidemment, la manière dont cet imaginaire musical européen s'est élaboré, d'esquisser le récit de sa valorisation et de sa dévalorisation, pour imaginer les conditions d'une réinvention. Alors, quelques remarques méthodologiques en préambule. D'abord, je vais moins parler, vous l'aurez compris, de la construction institutionnelle de l'Europe musicale que de l'élaboration de ce que j'appelle donc un imaginaire musical européen, au sein duquel un certain imaginaire de l'Europe et un certain imaginaire de la musique se rencontrent et se nourrissent réciproquement. J'aurai donc moins affaire aux réalités qu'à leur représentation. Deuxième remarque, de quelle musique est-ce que je parle ? La réalité de la musique européenne passée et présente est évidemment multiple, dans les registres autant savants que populaires, mais il me semble, et c'est un aspect important du problème dont j'aurai à traiter ici, que ce que l'on nomme musique européenne, et qui n'est pas tout à fait la musique occidentale, dans laquelle j'entends une extension et un apport anglo-saxon croissant au XXe siècle, désigne d'abord et avant tout une musique appréhendée et parfois revendiquée comme spécificité européenne, la musique savante dite classique, d'abord liturgique puis séculière, avec en particulier ce que Nietzsche a appelé la civilisation de l'opéra, et surtout toute la production instrumentale soutenue notamment par l'idéal de l'absolu musical propre au romantisme allemand. C'est donc aussi du devenir de cette part du canon de la culture européenne dont il sera question dans mon propos, un sujet dont l'aspect sensible ne date pas d'aujourd'hui, j'y reviendrai à la fin. Si j'en juge par ses propos du peu recommandable Lucien Rebattet, au début de sa pourtant toujours très pratiquée « Histoire de la musique des origines à nos jours », parue chez Robert Laffont en 1969. La musique européenne, je le cite, est la branche maîtresse du grand arbre musical. Il faut différencier sa polyphonie et celle des civilisations primitives. Confondre ces deux ordres de fait, c'est vouloir mettre en parallèle les rondes des Negrito et Bach, la hutte du Papou et Chartres. Troisième remarque, la catégorie de musique européenne est peu pensée en tant que telle par les historiens et théoriciens de la musique, contrairement par exemple
à littérature européenne. Étant à cheval sur les deux disciplines, j'ai pu constater cette différence et on l'a encore vu précédemment. Nombre d'ouvrages recourant à l'adjectif européen glissent en fait très vite vers une approche encore marquée par l'idée d'école nationale. Et elle est absente, ou presque, des ouvrages relatifs aux musiques les plus récentes, le rock, les musiques actuelles, etc. Mais au demeurant, la question de savoir si, au-delà de caractéristiques structurelles communes, comme la place de l'écriture par exemple, il y aurait bien quelque chose comme un style européen identifiable, de manière ponctuelle ou continue, est évidemment intéressante, depuis la période dite classique jusqu'au concours de l'Eurovision, en passant par le wagnérisme ou le sérialisme. Enfin, quatrième remarque, quels sont les supports de ma réflexion ? Ce sont donc les propos articulant explicitement considération sur l'Europe et considération sur la musique, dans une vaste production musicographique dont, pour des raisons de temps imparti, je ne tirerai que quelques exemples. Alors je le disais, première étape, la première moitié du XXe siècle représente un moment important de rencontre entre les imaginaires de la musique et de l'Europe. Auparavant, l'imaginaire musical européen s'est beaucoup construit dans ce que l'on appelle l'imagologie, c'est-à-dire le jeu des représentations fantasmatiques de chaque identité nationale dans un rapport de complémentarité et d'antagonisme par rapport aux autres. C'est d'abord, XVIIe, XVIIIe siècle, un axe France-Italie qui va trouver son acmé dans la querelle des bouffons à la moitié du XVIIIe siècle, qui vaudra à Rousseau, qui avait fustigé la musique française, de se faire brûler en effigie dans la cour de l'Académie royale de musique par les musiciens de l'Académie royale de musique. Puis un axe Allemagne-Italie, plutôt XIXe et début XXe siècle, l'une supposée symphonique et harmonique, l'autre vocale et mélodique, qui culmine dans l'opposition entre culture et civilisation, définie par Thomas Mann dans ses Considérations d'un apolitique à l'heure de la Première Guerre mondiale. Ces axes sont enrichis des interventions ponctuelles de nations supposées moins musiciennes, ça fait partie du cliché imagologique qu'il y aurait des nations moins musiciennes, ou entrés plus tardivement dans le bien nommé concert des nations. Mais il n'y a pas encore de principe européen qui subsumerait activement ces identités nationales ou qui naîtrait de leur dialectique. Pour l'exposition universelle de Londres en 1862, Verdi écrit bien l'hymne des nations et non pas l'hymne européen. Vous connaissez peut-être cette œuvre qui joue sur les différents hymnes nationaux. Auparavant encore, on identifie très évidemment des carrières ou des réalités musicales européennes. Je songe à celles de Handel, de Gluck, du jeune Mozart ou de l'opéra seria, par exemple, mais elles ne sont pas pensées comme telles dans l'Europe des royaumes et des empires. Le choix du mythe d'Europe, celui que rappelait William Marx tout à l'heure, dans l'Europa riconosciuta de Salieri pour l'ouverture de la Scala en 1778, n'a pas de vraie symbolique européenne à proprement parler. En revanche, reprendre cette œuvre comme l'a fait Riccardo Muti à la réouverture de la Scala en 2004 en a une, bien évidemment. Il faut attendre le début du XXe siècle et une relecture des origines de la musique en Europe pour que les grands génies musicaux soient qualifiés d'européens. Romain Rolland, dont la thèse, je le rappelle, c'est la première thèse de musicologie en France, s'appelle « Les origines du théâtre lyrique moderne, histoire de l'opéra en Europe avant Lully et Scarlatti », dit par exemple de Gluck, lorsqu'il arrive à Paris en 1774, « Que fait-il triompher? Est-ce l'art français? Est-ce l'art italien? Est-ce l'art allemand? C'est bien autre chose encore, l'art de Gluck est un art européen. » Un propos que l'on ne trouverait pas sous la plume d'un contemporain de Gluck. On ne le voit pas dans tous les pamphlets qui ont été publiés au moment de la fameuse querelle des gluckistes et des piccinistes, et qui s'adapte au contraire parfaitement à Jean-Christophe, le héros du célèbre roman Fleuve de Romain Rolland. Il est en effet, deuxième étape, dans la littérature de l'entre-deux-guerres, une scène caractéristique de l'imaginaire musical que j'appellerais « concert européen ». Elle met en regard le temps d'un chapitre ou de manière disséminée sur une œuvre, lors d'un concert de fiction ou bien de conversation, différentes musiques de l'Europe, passées et présentes, par l'intermédiaire de personnages traversant l'Europe ou se trouvant en des lieux où cette Europe se condense. L'œuvre confronte différentes conceptions de la culture européenne,
cherchant à en opérer la synthèse et à les dépasser. Ces scènes sont souvent encore pétries d'imagologie, pas forcément européanistes, mais elles cherchent, quoi qu'il en soit, à construire et penser une sorte de polyphonie européenne. J'en donnerai deux exemples. La première est tirée de La montagne magique de Thomas Mann, sur les hauteurs de Davos, au milieu des cimes enneigées où se trouve le sanatorium dans lequel il est reclus depuis presque 7 années. Hans Castorp occupe de longues heures à passer des cires sur le phonographe que les autorités médicales ont mis à la disposition des malades. Les diverses musiques qu'il écoute, Aïda de Verdi, Carmen de Bizet et L'après-midi d'un faune de Debussy, enfin le tilleul tiré du Voyage d'hiver de Schubert, n'ont pas été choisis au hasard. Thomas Mann leur confère en effet une forte valeur symbolique. À travers elle, il s'agit de répondre en effet à cette question qui n'a cessé de hanter l'écrivain. Qu'est-ce que la germanité? À quoi s'oppose-t-elle? Et quels moyens possède-t-elle pour composer avec l'autre sur le plan européen? C'est pour ça d'ailleurs qu'il dira que La montagne magique n'est pas un roman, parce que roman renvoie plutôt à l'espace méditerranéen, mais une partition, et que donc il fait dialoguer un roman composé à la manière d'une partition, grâce au leitmotiv wagnérien, avec les autres éléments de la culture européenne, et en particulier méditerranéenne. La deuxième scène que je voudrais évoquer, tirée de la 3e journée du Soulier de satin de Claudel, est davantage européaniste, mais placée sous le signe particulier de la catholicité. Alors que la guerre de 30 fait rage, dans l'église de Saint-Nicolas de Prague, la bien nommée Donia Music, entourée de différents saints incarnant les points cardinaux de l'Europe, je ne sais pas si vous connaissez cette église, on voit en effet autour du chœur les statues des différents saints. Donia Music, donc, prie pour l'enfant qu'elle attend, le futur Don Juan d'Autriche. « Mon Dieu, confie-t-elle, faites que cet enfant en moi, que je vais planter en ce centre de l'Europe, soit un créateur de musique, et que sa joie, à toutes les âmes qui l'écoutent, serve de rendez-vous. » Dans cette scène où le mot même d'Europe apparaît pas moins de 8 fois, Claudel déplore la division politique et spirituelle du continent, tout en proposant, par l'entremise de Donia Music, un programme pour sa réunification. La métaphore musicale est en effet très souvent sollicitée par Claudel dans ses considérations sur l'Europe. Dans un texte intitulé « L'esprit européen » en 1936, il avance « Si l'on demandait à l'un de ses voisins d'omnibus « Qu'avez-vous, mon ami? Où souffrez-vous » il vous répondrait s'il était sincère « J'ai mal à l'Europe ». Et Claudel poursuit « En Europe, il y a des différences qui sont des harmonies, et par-dessus tout cela, il y a un état général d'alerte et de mobilisation des cœurs et des esprits, où chacun sent qu'il a à la fois peur et besoin de tout le monde. » Telle est en réalité la définition claudélienne de la société des nations, et dans le Soulier de satin, par un jeu d'équivalence entre l'Église, le théâtre et l'Europe, Claudel surimpose Genève à Prague et la Société des Nations à Saint-Nicolas de la Malastrana. Ces deux scènes, il y en aurait bien d'autres, illustrent donc la manière dont l'entre-deux-guerres peut être considéré comme un moment laboratoire tout à fait privilégié d'un imaginaire de l'Europe dont la musique, et avec elle un certain nombre de valeurs, sont les leviers. Un degré supplémentaire, troisième étape, est franchi avec une figure comme Romain Rolland, qui souhaite, on le sait, conformément au titre de son essai célèbre, se placer au-dessus de la mêlée des nations. Rolland illustre de manière très forte cette propension répandue à l'époque consistant à européaniser tous les génies de la musique contre celles également très actives durant la même période qui se les accaparent au contraire selon des perspectives nationalistes. On l'a vu tout à l'heure avec Gluck, on pourrait le retrouver avec Handel, un artiste, selon lui, je cite, « gonflé de toute la sève musicale de l'Europe de son temps » et qui, je cite encore, ne s'enfermait pas dans une école musicale, mais planait au-dessus de toutes et s'efforçait de s'assimiler leur richesse à toutes. Un propos qui doit être compris comme une invite, en même temps qu'une mise en garde, adressée par Rolland aux compositeurs de son temps. Petit détour, Liszt n'est pas tellement plébiscité par Rolland, mais pour nombre de musicographes de l'époque, il apparaît par excellence comme
je cite le mot d'André Suarez, le prêtre de la mission européenne, dans la mesure aussi où la musique, je cite toujours Suarez, est sans nul doute la nouvelle religion de l'Europe. Pour les uns, Liszt incarne une Europe idéale qui n'est plus, et vis-à-vis de laquelle on exprime de la nostalgie. Le Weimar de Liszt, comme avant celui de Goethe, prenant alors les traits idéaux de capitale pour une culture européenne qui serait entrée dans son crépuscule. C'est le cas, par exemple, dans la monographie que lui consacre un important romancier et musicographe suisse, Guy de Pourtalès. Pour les autres, cette Europe perdue est aussi une Europe éternellement présente et future, dont il faut tenir ferme les principes contre les menaces barbares qui l'assaillent, en l'occurrence le nazisme, et telle est la position de deux penseurs mélomanes juifs, Suarez et surtout Jean Kelevitch, qui promeuvent tous les deux notamment la figure du tzigane comme figure européenne très importante. Mais pour revenir au cas exemplaire de Roland, c'est incontestablement Beethoven qui, à ses yeux, représente le génie européen par excellence. La somme magistrale qu'il lui consacre entre 1928 et 1944, Beethoven, les grandes époques créatrices, dessine très clairement un double idéal. D'abord, la physionomie artistique et spirituelle du génie européen type, et ensuite la quête d'une harmonie entre les peuples d'Europe. Pour Roland, la musique est en effet la manifestation la plus essentielle de l'humanité se révélant progressivement à travers l'histoire. Et la mission ultime du génie musical européen est d'être, je cite, le grand passeur d'une rive à l'autre de l'humanité. C'est l'imaginaire très important chez Roland du Christophore, de Christophe, celui qui porte d'un bord à l'autre du grand fleuve européen. À ce titre, la musique de Beethoven posséderait donc un caractère évangélique hors de toute religion, pour Roland. Elle magnifierait l'homme, célébrant la communauté à venir, la communauté à construire. En ce sens, Beethoven mettrait en œuvre un idéal pour l'Europe, parvenir à une entente concertante entre les nations. Mais ce faisant, cette musique ferait aussi résonner les grandeurs et misères de l'Europe du XXe siècle sous la forme d'un ecce homo prémonitoire, une Europe en proie à la souffrance, mais qui serait au bout du compte porteuse de joie. En ces mêmes années 1920-1930, quatrième étape, l'imaginaire musical européen s'éprouve à l'aune d'une altérité importante, le jazz. C'est le moment où la musique savante européenne commence à devenir classique et à se penser en termes de canon et de répertoire. En réalité, ça a commencé déjà un siècle auparavant, notamment en se cristallisant autour de la figure de Bach comme père de toute musique, mais c'est quelque chose qui s'accélère au début du XXe siècle. Donc la musique savante européenne commence à se penser comme telle, mais aussi à se penser comme en crise, fatiguée ou menacée, dans un contexte marqué par la hantise de la décadence et de la dégénérescence. Pour Roland, par exemple, Péléas et Mélisande de Debussy, mais ça vaudrait aussi pour Salomé de Strauss pour d'autres raisons, Péléas et Mélisande de Debussy donc reflèterait par excellence, je le cite, la lassitude d'une aristocratie intellectuelle de l'Europe. Dans ce cadre, le jazz vient nourrir le lieu commun d'une vieille Europe subjuguée par les sirènes modernes et barbares, le terme est récurrent, du Nouveau Monde. On met en vis-à-vis une perte et un excès de vitalité, et à partir d'un imaginaire de la greffe réussie pour les uns, corruptrice pour les autres, le terme de métèque apparaît dans un certain nombre de discours de l'époque, le jazz est senti tantôt comme une chance, tantôt comme une menace. Plusieurs œuvres opposent ainsi un représentant de la vieille Europe, intellectuel ou compositeur présenté comme stérile ou comme dépressif, à un jazzman du Nouveau Monde, sensuel et immoral, qui, en le brusquant, va l'aider à sortir de ses impasses. Je songe par exemple au roman Le Loup des Steppes de Hermann Hesse ou à Johnny spielt auf d'Ernst Krenek, les deux datent de 1927. Johnny spielt auf, Johnny entre en scène, est le premier opéra à faire dialoguer musique savante et jazz de manière substantielle. Peut-être que vous connaissez aussi cet opéra de manière tristement célèbre parce que ce fameux Johnny, cette figure afro-américaine, était sur la fiche de la fameuse exposition Entartete Kunst, musique dégénérée, que les nazis ont organisée à Düsseldorf en 1938.
Cet opéra confronte le compositeur Max et le joueur de banjo, donc Johnny, et c'est, je cite Krenec tel qu'il présente l'argument, d'un côté l'intellectuel déplacé, brimé et ruminant d'Europe centrale, en réalité un double de lui-même, opposé au type heureux et sans complexe de l'homme de l'Ouest. Parce qu'évidemment, cette valorisation n'est pas exempte de clichés, et l'imaginaire du bon sauvage est évidemment présente aussi ici. Dans les péripéties de la fin du drame, il parvient, dit Krenec, grâce à un acte de libre arbitre, à briser les digues de ses inhibitions et à sauver sa liberté extérieure. Alors le jazz est-il vraiment l'altérité de la musique européenne ou n'en est-il pas plutôt une part dans une proportion qui fait débat ? On le sait, la question de ses origines, africaines ou américaines, afro-américaines ou européennes, noires ou blanches, est âprement discutée, pleine d'implications et d'enjeux idéologiques divers, tout comme la question de sa valeur, et avec elle, des spécificités des musiques dites sérieuses et populaires. Ça se cristallise notamment autour d'une fameuse enquête menée en France en 1925 qui draine beaucoup de témoignages d'intellectuels de l'époque, où on voit à la fois cette fascination et cette hantise du jazz. En promouvant, quoi qu'il en soit, des processus créatifs tels que l'improvisation, l'oralité ou l'autorité partagée, le jazz met en effet au défi une certaine conception de la musique, qui est aussi une certaine conception de la culture européenne, incarnant un retour de ce contre quoi, par l'élection de certaines valeurs, celles-ci se sont construites. Même si on peut, par exemple, à cette époque-là, réconcilier ou mettre ensemble Stravinsky et sa promotion du rythme et le jazz. Alors précisément, cinquième étape, ces valeurs dont je parlais sont pour une large part issues du romantisme allemand. Et il est un autre temps qui a fortement marqué de son empreinte l'imaginaire musical européen, contribuant à sa mise à distance critique. Je commence à initier une phase qui serait plutôt celle de la dévalorisation après avoir mis en avant celle de sa valorisation. Cet événement, c'est la récupération donc de cette musique par les nazis. Dans l'imaginaire européen des années 1850-1950, la musique allemande a représenté très évidemment un certain summum. Les valeurs qu'elle a mises en œuvre ou qu'on lui a attribuées ont participé à la constitution de ce que nous appelons musique, peu à peu requalifiée en musique classique. L'Allemagne est le plus grand fleuve musical où l'Europe vient boire, écrit Roland en 1910. L'Allemagne est l'officine musicale de l'Europe, répète Alberto Savigno 30 ans plus tard. Mais la proximité que cette musique, summum de la culture, et le nazisme, summum de la barbarie, semble, je dis bien semble avoir entretenu, représente un objet de scandale qui se constitue bientôt, à tort ou à raison, en lieu commun de l'imaginaire européen. C'est l'ensemble de la culture européenne qui est accusée d'avoir failli, et c'est la musique en général, soupçonnée de diabolisme dans son essence même, qui, du Dr Faustus de Thomas Mann à la haine de la musique de Pascal Quignard, fait l'objet d'un procès radical. À dire vrai, ce renversement a connu une scène fondatrice en amont du nazisme, le retournement de Nietzsche contre Wagner. Sous son patronage, nombre d'écrivains et de penseurs, comme lui, admirateurs contrariés de Wagner, parmi de multiples figures Brecht, Brauer, Adorno, s'emploient également à élargir le procès de Wagner à celui de la musique romantique, puis de l'Allemagne, et enfin de la culture européenne dans son ensemble, avec d'autant plus d'insistance qu'ils assistent à la montée du nazisme. Ceci vaudrait aussi dans une déclinaison autrichienne un peu plus tard pour Thomas Bernhard ou Elfriede Jelinek. Dans ce cadre, le mythe beethovénien n'est plus associé à une image valorisante, mais au contraire critique de l'esprit européen. Une constante de la seconde moitié du XXe siècle consiste en effet à voir dans ce que Milan Kundera a appelé la minute beethovenienne, le moment durant lequel l'Europe aurait basculé dans une modernité ambivalente. Je vais en donner 3 exemples tirés d'ères culturelles distinctes. D'abord, le protagoniste du roman de l'écrivain cubain Alejo Carpentier, intitulé « Le partage des eaux » en 1955, est un latino-américain élevé par son père dans le culte de la grande musique classique européenne. Mais la découverte qu'il fait, le protagoniste, des camps de la mort, lui inflige une profonde aversion de cette culture et de ses idéaux qui se cristallisent tout particulièrement dans le rejet de Beethoven et de Wagner. Il surnomme désormais l'Europe le domaine de l'effroi et s'enfonce dans la forêt amazonienne à la recherche fantasmatique d'une toute autre musique des origines. De son côté, on le sait, Milan Kundera rend compte dans ses essais et romans de sa vision pessimiste du devenir européen et particulièrement des ambivalences de la modernité,
une page qui se serait ouverte avec le romantisme, et face à laquelle, vous le savez peut-être, Kundera promeut des figures comme Stravinsky, Janacek ou d'autres. En tout cas, avec Beethoven, puis plus tard avec Mahler, serait né ce que Kundera appelle l'homo sentimentalis, une inclination propre à l'européen moderne pour une musique véhiculant, ou qui véhiculerait, une exaltation morbide au cœur même de sa grandeur. Et selon lui, une telle musique mystifierait les masses à des fins belliqueuses. Par conséquent, Kundera en appelle, vous le savez, à la légèreté, cette fameuse insoutenable légèreté de l'être, et à la désacralisation des génies, catégorie selon lui fétichiste qui stériliserait l'homme du commun. Lui-même, d'ailleurs, du coup, s'éloigne des symphonies de Beethoven pour promouvoir à la place ses quatuors. Enfin, pour l'écrivain anglais Anthony Burgess, avec Beethoven et plus encore avec Wagner, la musique aurait perdu sa pureté, glissé vers la littérature, la politique et l'idéologie. Au terme de ce mouvement, selon lui, dangereux de politisation et d'idéologisation de la musique, on finirait par trouver la barbarie et l'anarchie, celle par exemple d'Alex dans Orange Mécanique. Suite à ce procès, sixième étape, où pointe, c'est tout à fait évident, un certain masochisme autocritique et persiste en même temps une vive fascination pour l'objet critiqué, l'imaginaire musical européen a néanmoins dressé des contrepoids. Ce sont tantôt du côté du présent, les avant-gardes critiques, notamment celle du sérialisme, Stravinsky ou la modernité française, tantôt du côté du passé, les figures de Bach et de Mozart. Beaucoup de festivals, notamment, naissent ou renaissent sous la tutelle de Mozart, comme phare de l'Europe, qu'on pourrait soutirer à une germanité problématique pour reconstruire l'Europe. Et puis bientôt, l'Europe baroque, chère à Dominique Fernandez. Parallèlement, l'essor des musiques populaires de masse déplace le méridien. Dans les propos sur la musique en régime progressivement mondialisé, une entité occidentale prend le relais de l'entité européenne, avec l'apport anglo-saxon comme pont entre deux continents. C'est dans ce contexte que se construit l'Europe institutionnelle, nourrie donc de tout cet imaginaire culturel puissant, bien qu'ambivalent. L'inverse n'est pas tout à fait vrai, hélas. L'Europe institutionnelle n'a pas suscité un imaginaire musical actif auprès de ses populations. La raison en est simple. Pendant longtemps, il n'y a pas eu, on le sait, de compétences culturelles au niveau européen. Et même si une action s'est développée progressivement, elle est peu financée et donc peu identifiée. Et surtout, l'Europe n'a pas su l'ancrer dans un imaginaire. Là réside, à mon avis, un enjeu essentiel, si l'on veut, comme le propose notamment ce colloque, réinventer sous cet angle l'Europe et la réenchanter. Alors bien sûr, nous avons tous à l'esprit quelques signes de cette Europe musicale, les indicatifs de l'Euroradio, l'Orfeo de Monteverdi, et de l'Eurovision, le Tédéum de Charpentier. C'est un consortium d'ailleurs médiatique qui n'est pas lié à l'institution européenne proprement dite. Et donc aussi le concours de l'Eurovision, très différemment investi par les différentes nations participantes, mais qui, fort de ses 60 années d'existence et de ses 183 millions de téléspectateurs rien que pour la dernière édition, construit de toute évidence un certain imaginaire musical européen, kitsch et conservateur pour les uns, queer et libérateur pour les autres, tout en apportant sa contribution évidente à l'Europe politique depuis le déclenchement de la révolution des œillets en 1974, dont je rappelle qu'elle a été lancée comme autrefois la révolution belge à partir de l'opéra d'Aubert, La Messe de Portici. Cette révolution des œillets a été lancée à partir du moment où le candidat portugais a chanté sa chanson. Donc, depuis ce moment-là, jusqu'au détournement critique opéré par certains pays de l'ancien bloc soviétique récemment. Il y a des tribunes assez régulièrement prises par ces pays-là. Et puis, bien sûr, il y a l'hymne européen, dont les qualités et les apories sont très représentatifs de ce que j'évoque ici. Comme l'a bien rappelé Esteban Bourg, l'idée d'un hymne européen est d'actualité dès les années 1950. Des compositeurs tentent leur chance, mais sans succès pour des raisons tantôt esthétiques, qualité plutôt médiocre, tantôt politiques, puisqu'on se rend compte qu'une musique sans histoire, quand bien même se réclamant des peuples d'Europe, rend plus difficile l'identification. Si bien que s'impose peu à peu l'idée de se tourner vers une partition connue du canon classique, et dans ce cadre, l'Ode à la joie de Beethoven fait rapidement figure de favorite, selon l'idée qu'il faut une page
à la fois représentatif du génie de l'Europe et déjà chargé d'une tradition. Si bien, et donc sur une décision du Conseil de l'Europe, cette page devient hymne européen en 1972, choix qui est confirmé par la Communauté européenne en 1985. La célébration de l'humanité fraternelle dans le texte de Schiller et l'image d'un Beethoven héritier des idéaux des Lumières justifient l'association de cet hymne à l'idéal européen de la démocratie et des droits de l'homme. Pour des raisons de langue et de sens, et qui rejoint d'ailleurs certains aspects de la communication de Tiffaine Samoyo tout à l'heure, il s'agit ici d'une version purement instrumentale, l'accent étant ainsi porté sur la mythologie d'une universalité de la musique. Pour la petite histoire, une péripétie tragicomique est venue se greffer ici, puisque le secrétaire général du Conseil de l'Europe de l'époque, qui connaissait personnellement le chef d'orchestre Herbert von Karajan, lui a demandé de procéder pour l'occasion à l'arrangement de la musique de Beethoven. Un arrangement qui, il faut le dire, est tout à fait cosmétique. 3 collages, l'ajout d'une ligne de trombone et une nuance ralentissant l'interprétation à la fin. Mais une fois sa participation rendue publique, le chef d'orchestre, dont le passé est, on le sait, pas absolument exemplaire, exige des droits d'auteur, et le Conseil de l'Europe préfère s'incliner plutôt que de faire marche arrière, alors que le symbole a déjà été révélé, avec les images de Karajan dirigeant son orchestre en surimpression du drapeau européen. Si bien que la famille Karajan continue encore aujourd'hui de toucher des droits d'auteur sur la partition et l'enregistrement de l'hymne européen. Alors si aujourd'hui, et c'est ma dernière étape, l'imaginaire musical européen n'est pas dans une phase de valorisation, c'est que la musique européenne circonscrite au canon de la musique savante, ce qui, je redis, est un élément du problème dont j'ai traité dans cette intervention, si donc cette musique européenne ne fait pas l'objet d'une valorisation particulière en ce moment, c'est qu'elle fait aussi depuis quelque temps l'objet régulier d'un autre type de procès, nourri en partie des précédents, un procès en impérialisme culturel, où on lui fait jouer sinon le rôle, d'agent, du moins de symptômes et de vitrine. Je cite quelques titres polémiques et sur la défensive parus, par exemple, sur le site du magazine spécialisé Diapason ces derniers mois. Qui veut la peau de la musique classique? La musique classique est-elle trop blanche? Des professeurs d'Oxford qualifient la notation musicale de colonialiste. Aux États-Unis, Beethoven victime de la cancel culture, etc. Je reviens à mon point de départ, qui était le fait que, dans le récit actuel du Festival d'Aix, l'Europe était moins présente que la Méditerranée. Je me l'explique ainsi. L'imaginaire de la Méditerranée, aujourd'hui, associe des pays et des populations, et donc des artistes et des publics, à l'histoire et aux réalités religieuses, culturelles et socio-économiques très contrastées. En incarnant une certaine idée de la diversité que le dialogue culturel rendrait harmonieuse, cet imaginaire déjoue ceux de la domination et de l'uniformité auxquels l'Europe semble désormais renvoyer. Invoquer la Méditerranée permettrait donc de promouvoir implicitement certaines valeurs, mieux que l'on ne pourrait le faire avec l'Europe, des traits qui étaient attribués tout autant à cette dernière autrefois, vous l'avez vu dans toute la première partie de ma communication, mais qu'on lui dénierait désormais. Au festival, la tutelle de la Méditerranée permet très évidemment de rendre compte de manière unifiée des différentes formes que revêt la programmation, opéra et concerts issus pour une large part de la musique savante occidentale, mais aussi jazz et musique traditionnelle de tout le pourtour méditerranéen, avec des rencontres et l'idée d'un continuum possible. En un mot, Méditerranée semblerait désormais plus accueillant et multiple qu'Europe. Il importe donc, et ce sera ma conclusion, il est même urgent désormais, de défaire l'imaginaire musical européen de cet étau réducteur, en créant ou recréant cet imaginaire qui fait défaut. D'ailleurs, on a vu aussi ce matin en introduction que Europe et Méditerranée étaient évidemment liés et non pas opposés. Donc en créant ou recréant cet imaginaire qui fait défaut, alors que la réalité de la riche vie musicale européenne actuelle et donc de facto ces imaginaires latents offrent certainement quantité de possibles, et ce, à partir de toutes les musiques d'Europe, bien entendu, pas seulement la musique savante, mais aussi, bien sûr, avec elle, dans une écoute que l'Europe porterait au divers et à ses richesses, tant vers son intérieur que son extérieur. Mais aussi, corollaire indispensable, en déjouant cette vision caricaturale, uniformément critique, que l'on dessine désormais parfois du canon musical européen,
en rappelant la diversité historique, rétive à toute simplification manichéenne, mais aussi en remportant aujourd'hui, et je reviens à une casquette plus institutionnelle, en reportant aujourd'hui le pari de la diversification de son public et de ses acteurs. Je vous remercie.